13h sur la télévision du Burkina à la une de cette édition. Un nouveau parti dans le landerneau politique national. Il s'agit du RNI, le Rassemblement des Nouvelles Idées, un parti d'obédience sociale démocratie qui était face à la presse vendredi dernier pour dévoiler ses ambitions et donner sa lecture de la situation nationale. Levée de la 73e promotion des appelés volontaires du Service national pour le développement. On en parle dans ce journal et c'est un contingent de 2400 qui est attendu au terme du recrutement. Le premier responsable du SND sera sur ce plateau pour plus de précisions. Dans ce journal également, une halte sur les moyens de production agricole. Le processus de mécanisation enclenché depuis 2008 tarde à prendre sur le terrain. Conséquence, la Dabarès, 20 ans après, le principal outil de production réduisant l'agriculture burkinabé à une agriculture de subsistance. Merci de nous recevoir à vous. Un nouvel arrivant dans l'arène politique nationale. Il s'agit du Rassemblement des Nouvelles Idées RNI. Face à la presse ce week-end, ce parti d'obédience sociale démocratie a dévoilé ses ambitions et donné sa lecture de la situation nationale. Le compte rendu de Vincent Kendribiogo. Le RNI ou le Rassemblement des Nouvelles Idées, c'est le nouveau parti politique d'obédience sociale démocrate créé en mars 2020. Pour une première sortie médiatique, les responsables de ce parti politique font déjà leur lecture de la situation actuelle du Burkina Faso dans une déclaration laconique. Nous déclarons solennellement notre engagement dans l'action politique et c'est là pour 3 raisons principales. Premièrement, la Constitution nous donne le droit. Deuxièmement, nous participons à la lutte contre le chômage, la pauvreté, la maladie, l'insécurité qui mine le développement du Burkina Faso. Troisième raison de notre engagement dans l'action politique est qu'aujourd'hui notre pays va très mal. Nous ne pouvons pas continuer à ne rien tenter. Car disait un adage, l'union fait la force, mais la force est dans l'union. Avec la bonne volonté et la participation active de tous les Burkinabés, le pays recouvrera l'intégralité de son territoire tant menacé par les forces du mal. Le RNI ne fait aucun mystère de sa volonté d'aller grossir le lot des partis politiques de la mouvance présidentielle dans la perspective de la présidentielle de novembre. Et il est responsable du parti d'appeler tous les Burkinabés à l'union sacrée. Comprendre la situation nationale et cerner les défis qui se dessinent à l'horizon. Les femmes du mouvement pour le peuple et le progrès section Koulpelogo étaient à la rencontre du bureau politique national du parti au pouvoir. La crise sécuritaire et sanitaire et naturellement les élections à venir étaient les points essentiels inscrits à l'ordre du jour de la rencontre suivie pour nous par Tanga Kafando. La situation nationale, le niveau de mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso, la vie du parti et les élections à venir, ce sont les sujets sur lesquels les femmes du MPP du Koulpelogo ont échangé avec la délégation du bureau politique national, la Ouarghaï. C'est à l'occasion de la rencontre organisée par la section provinciale des femmes de la province. Et notre pays vit une triple crise sécuritaire, sanitaire et économique. Toutes ces crises, beaucoup ne les comprennent pas et accusent le gouvernement. C'est pourquoi nous avons demandé aux ressortissants, aux jeunes, aux responsables des femmes au niveau national de venir échanger avec les femmes pour qu'elles comprennent. En tant que responsable national des femmes du parti, il est de mon devoir d'assister à cette rencontre qui est une rencontre en fait de partage d'informations sur tout ce qui a été acquis par le pouvoir du MPP à travers donc le gouvernement et poser également les problèmes rencontrés par ce même gouvernement, notamment toute la question de la sécurité dans notre pays aujourd'hui. Il s'agit pour nous aussi d'échanger pour voir quelles sont les pistes que nous devons dégager pour une meilleure mobilisation, un meilleur engagement des femmes
Et pour relever les défis, la section provinciale des femmes du Koulpelego reçoit le soutien des hommes engagés à leur côté. De retour à la base, chaque participante doit travailler à informer et sensibiliser son entourage sur les enjeux et les défis de l'heure, consigne des responsables. Cap sur Kaya pour les échos de la commémoration de l'an 1 de l'appel de Manega, commémoration marquée par la distinction des artisans de la réconciliation entre Kaya et Manga. Il s'agit des deux chefs coutumiers des deux villes et du gouverneur de la région du Centre-Nord qui ont pesé de leur poids pour mettre fin à un conflit vieux de plus de 3 décennies. Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Casimir Sekda, gouverneur du Centre-Nord, reçoit les talons de Manega pour la paix des mains de l'émir du Liptako. Cette distinction lui a été décernée pour son rôle dans le processus de réconciliation entre Sanmatenga et Manga. Comme lui, les deux chefs coutumiers ont aussi été distingués pour leur adhésion à cette initiative. Les récipiendaires se réjouissent de cette distinction. Nous pensons que ça, c'est nous encourager, c'est nous appeler à persévérer dans le maintien de la paix et la consolidation de la cohésion sociale. La mission du responsable coutumier, c'est de tracer les voies pour notre mieux vivre ensemble et de maintenir la coutume vivace. Alors donc c'est dans ce cadre-là que nous avons instauré les rakirés entre Kaya et Manga. Après 32 ans de tension sociale à l'issue des matchs de football entre Sanmatenga et Manga, les deux chefs ont décidé, à l'initiative du gouverneur du Centre-Nord, de fermer cette page noire de leur histoire. Et dans sa lutte pour la cohésion sociale, l'appel de Manega reconnaît les mérites de ces artisans de paix à travers cette cérémonie de distinction. L'appel de Manega, en s'appuyant sur ces valeurs, qui sont des valeurs qui fondent notre vivre ensemble, est en train donc de créer, si vous voulez, c'est un peu comme des ressorts, de sorte à ce que les chocs qu'on reçoit de cette crise sécuritaire ou des différentes situations ne nous amènent pas donc à tout simplement à nous retrouver sans lien. Des trophées ont aussi été décernés à d'autres personnalités pour leurs efforts dans le maintien de la cohésion sociale. L'appel de Manega a manifesté sa solidarité aux déplacés internes de Kaya en leur offrant des habits et une somme de 100 000 francs CFA. En rappel, cette cérémonie de distinction est l'une des activités entrant dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de l'appel de Manega. Fin des activités scolaires au Prytanée militaire du Kadiogo. Sur 503 élèves que compte l'école, 495 passent en classe supérieure et les meilleurs ont été récompensés. Erwin Poussi est le Prytane de l'année 2020. Le film de la cérémonie avec Issa Kafando et Draman Guéni. C'est la fin des classes au Prytanée militaire de Kadiogo. L'école rend compte du déroulement de l'année scolaire au chef d'état-major général des armées. 503 élèves, 495 passants, 8 redoublants et autant d'exclus. De très fortes moyennes, il y en a eu cette année, même des 18. Donc ça montre toujours que l'école garde en tout cas sa vocation qui est l'école d'excellence au niveau du Burkina Faso. C'est pour moi l'occasion de féliciter les cadres, le commandement de l'école, en tout cas pour... vous voyez, on était dans la situation de la maladie Covid-19. Et malgré cela, ils ont pu trouver les moyens pour pouvoir terminer l'année en beauté. C'est le couronnement d'une année scolaire bien remplie, des talents distingués. Les meilleurs élèves par discipline, les majors de classe, les meilleurs par cycle et le prestigieux prix, le Prytane Modèle. Il est décerné à Erwin Poussi, 17 de moyenne en terminale C. Il n'y a jamais eu, depuis la réouverture du Prytanée militaire de Kadiogo sur ce site en 1992, un élève qui a eu un parcours aussi brillant. Un élève qui a affiché de tels résultats pendant 7 ans. Il a été 4 fois major annuel de classe. Il a les records de moyenne en seconde C, en première C et en terminale C. Et il a eu 3 années d'affilée le prix d'excellence. C'est inédit au Prytanée militaire de Kadiogo. Je vais faire une classe préparatoire, après passer des concours aux grandes écoles d'ingénieurs et embrasser une carrière d'ingénieur polytechnicien. Au Prytanée militaire de Kadiogo, le chef d'état-major général des armées suit de très près un cas exceptionnel. L'élève Barry Youbi, reçu spécialement à l'école militaire après le BPC.
une brillante élève qui s'apprêtait à dire adieu à l'école faute de moyens. L'armée lui tend la main et elle s'est bien acclimatée. Elle est deuxième de sa classe de seconde. Je vous le disais en titre, je reçois pour vous l'intendant-colonel-major Mathieu Benao, directeur général du service national pour le développement. Bonjour, monsieur Benao. Bonjour, madame Koulibaly. Alors, monsieur Benao, comment se porte le SND plus de 30 ans après sa création? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de parler du service national pour le développement. Mais permettez-moi, avant de répondre à votre question, de faire un bref rappel historique de ce que c'est que le service national pour le développement. Le service national pour le développement que nous connaissons dans sa forme actuelle en tant qu'établissement public de l'État à caractère administratif est né des centres du service national populaire que d'aucuns appelaient SNP ou Cernapo, qui a été créé le 18 juillet 1984. C'était donc la période révolutionnaire. Et il avait pour mission de former militairement les jeunes pour contribuer à la défense donc, du pays, mais également d'initier les jeunes sur le plan professionnel. Et en même temps, il devait contribuer à la résolution du problème de personnel au niveau de l'enseignement. Voilà donc d'où vient le SND. Avec l'évolution, il a connu une transformation à partir de 90. Dans les années 90, le SND a donc évolué dans ses missions et la formation militaire a cédé donc le pas à la formation civique et professionnelle et patriotique du moins, avec de nouvelles missions, de nouvelles orientations. On aura l'occasion de revenir sur ces missions au cours de cet entretien, mais vous êtes dans le processus de recrutement de la 63e promotion. Alors dites-nous combien de recrues vous attendez pour cette session? Pour cette session, il s'agit de la 73e promotion, dont le lancement est prévu pour le 3 juillet à Banfoura, sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous allons donc recruter 2400 appelés, qui sont composés essentiellement de 1700 volontaires qui vont appuyer l'administration publique et 600 qui vont intégrer nos centres de formation de Lumbila, de Badala et de Bagré, où ils vont s'initier donc au métier, à l'issue de laquelle formation ils vont passer ce que nous appelons le CQP, qui est un examen qui est organisé par le ministère de la Jeunesse. Et il y a 100 qui vont appuyer l'administration de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le cadre de la protection civile. Alors, est-ce que les modalités ont changé ou bien sont les mêmes modalités? C'est les mêmes modalités que les autres années, sauf que cette année, avec les mesures barrières, nous avons pris des dispositions pour que tout se passe dans l'ordre et la discipline, en exposant le moins possible les candidats au recrutement. Alors, qu'en est-il de l'opérationnalisation? Vous avez abordé tantôt de la formation militaire intégrée désormais dans les centres de formation professionnelle et chapeautés par le SND. C'est vrai que la représentation nationale, je veux parler de l'Assemblée nationale, a recommandé que le SND puisse reprendre la formation militaire. Mais à ce jour, cela n'a pas encore été effectif. Nous avons donc, sous la conduite de son Excellence le Premier ministre, élaboré un certain nombre de documents qui sont soumis à l'approbation de l'exécutif afin de nous permettre de redémarrer la formation militaire. Alors, vous êtes aussi dans le processus de recrutement des salariés du privé. Dites-nous comment cela se passe. Vous savez, la Constitution, le SND tire ses fondements de la Constitution, qui dit que
à son article 10 que tout citoyen burkinabé doit concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale du pays. Et il est précisé dans le décret 98-242 que tout employeur a le devoir de déclarer ses employés à la Direction générale du service national pour le développement. Si l'employeur ne les déclare pas, il peut être poursuivi comme un complice à l'insoumission des jeunes à l'accomplissement de leur service national. Mais ça a toujours été le cas. Qu'est-ce qui va changer? Ça a toujours été le cas, mais comme je l'ai dit, nous avons, sous la conduite de son Excellence le Premier ministre, essayé de relire les textes afin que, effectivement, au-delà de la sensibilisation que nous avons pu mener jusque-là, nous puissions prendre des mesures coercitives pour amener et le privé et le public à déclarer leurs employés. Exemple de ces mesures coercitives? Pour le moment, je ne pourrais pas les dévoiler dans la mesure où c'est des propositions qui ont été soumises à l'autorité de tutelle, donc au gouvernement. Je me réserve pour le moment d'évancer l'iguane dans l'eau. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dernier mot si vous en avez. Le dernier mot, c'est d'inviter toujours le privé, comme je le dis, parce que le SND est un EPE. Comme je l'ai dit, un EPE, c'est donc des contraintes budgétaires. Ce n'est pas une structure comme précédemment le SNP rattaché à un ministère comme celui de la Défense. Aujourd'hui, le SND doit se débrouiller pour avoir ses propres ressources et pouvoir fonctionner. Donc, j'invite le privé à jouer de son civisme et contribuer au développement du pays. Merci, Monsieur Benao, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame. Je rappelle que vous êtes le directeur général du service national pour le développement. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et pour la suite, nous évoquons l'appui du FAFPA aux jeunes de la région du centre. 374 millions de francs CFA ont été mobilisés par le Fonds pour la formation des jeunes dans divers métiers. La cérémonie de fin de formation a également vu la remise de chèques à de jeunes entreprises pour booster leurs activités. Amado Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Des chèques d'une valeur totale de 1 667 350 000 francs CFA destinés aux jeunes engagés dans la création d'emplois. Ils sont plus de 2200 de divers secteurs d'activité de la région du centre à recevoir des sommes allant de 200 000 à 10 millions de francs CFA. Un soutien financier qui provient des différents fonds de financement rattachés au ministère en charge de la jeunesse. Nous ne trions pas de façon particulière des gens. Tous ceux qui ont donc des projets bien montés, nécessairement, ils gagnent leur chèque. Et aussi, c'est pour faire comprendre, donner donc les explications sur les façons de pouvoir procéder pour pouvoir avoir ces chèques. Parce que d'autres pensent qu'il faut connaître peut-être le ministre, pour peut-être connaître donc tel DG ou tel DG pour avoir les chèques. Non! Il s'agit seulement d'être persévérant et de déposer donc son dossier complet. Le second volet de la cérémonie est la remise d'attestations de fin de formation à plus de 2020 jeunes de la région du centre. Agroalimentaire, cosmétique, unités de transformation sont là quelques domaines qui ont concerné les différentes formations. Les connaissances acquises à travers ces formations sont comprises par les bénéficiaires comme une invite à la création d'emplois. La formation, c'est formation de savon liquide et savon en boule. Il y a savon lessive et à savon de toilette. Et je compte d'aller de l'avant avec cette activité. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de chômage. À la suite de ces 2020 jeunes formés au titre de l'année 2019, le ministère en charge de la jeunesse envisage former 3000 autres jeunes de la région du centre en 2020.
eux étaient les majors de leur filière à l'École nationale d'élevage et de santé animale, promotion 2017-2019. Ils ont eu la chance d'effectuer un stage au Maroc. En fin de stage, ils ont reçu le parchemin à Ouagadougou. La cérémonie nous est contée par Adama Guiti et Maïmouna Traoré. Ce sont des diplômés de l'École nationale de l'élevage et de la santé animale ENESA, les majors de la promotion 2017-2019. Après la sortie de la promotion, ils sont allés en stage de perfectionnement à l'Institut royal des techniciens spécialisés de Foura au Maroc. Aujourd'hui, ils reçoivent leur parchemin de fin de formation. Nous avons eu beaucoup d'acquis et beaucoup d'expériences qu'on a eu à partager avec ces pays. Quand je prends l'exemple de la ferme Les Plus, qui a à son sein environ 6000 vaches laitières et qui produisent 75 tonnes de lait par jour. C'est l'une des plus grandes fermes laitières en Afrique. Ce stage de perfectionnement, une première pour l'ENESA, est perçu ici comme un stimulant. Il est initié pour inciter ses étudiants à redoubler d'ardeur dans le travail afin de booster la production animale. L'objectif de cette cérémonie, comme vous l'avez bien qualifié, très sobre et effectivement est de permettre non seulement à l'école d'être un centre d'excellence, en tout cas booster également nos étudiants à bosser, à travailler sérieusement pour être vraiment des agents très bien formés, une jeunesse très bien formée. C'est ça en tout cas l'objectif général. Le conseil d'administration de l'ENESA promet pérenniser ce stage de perfectionnement au profit d'autres étudiants. Halte à présent sur les moyens de production agricole au Burkina, et ce n'est pas un secret, le processus de mécanisation enclenché depuis 2008 tarde à prendre sur le terrain. Conséquence, la daba reste le principal outil réduisant l'agriculture burkinabé à une agriculture de subsistance. Le constat dans quelques villages de la région du plateau central et du centre-nord. Dans ce dossier signé Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. Nabitenga, Korsimoro, Tangpore, Louda. Dans ces villages des régions du plateau central et du centre-nord, les habitants vivent essentiellement de l'agriculture. Dans ces zones, la daba a toujours été l'instrument agricole de base. Aujourd'hui, la mécanisation agricole se fait toujours attendre et beaucoup utilisent encore la daba dans les travaux champêtres. J'ai hérité ces outils de mes grands-parents. N'ayant pas les moyens, moi aussi je cultive avec la daba. Beaucoup le font également ici. Par manque d'outils de travail, nous pratiquons ici une agriculture de subsistance. Avec les changements climatiques et la dégradation des terres, le zaï, une technique culturelle, est de plus en plus pratiquée. Mais selon les paysans, avec la daba, le travail de la terre est très pénible. Il n'est donc pas donné au premier venu de creuser les trous à semis. Et pourtant, il faut vite préparer la terre avant les premières grosses pluies. Certains ont alors trouvé une alternative, la pioche. Avec la daba, je ne pouvais pas bien creuser les poquets. Mais avec la pioche, voyez vous-même le travail d'une journée. Avec ça, on peut faire un grand champ plus qu'avec la daba. Avec la pioche, il fait mieux. Mais il n'en dispose pas en nombre suffisant pour tous les membres de sa famille. Cela fait plus de 4 ans que j'utilise la pioche. Chaque année, le prix ne fait qu'augmenter. Présentement, on l'achète au marché de Korsimoro à 2000 francs CFA. Il est donc difficile pour un paysan comme moi d'acheter plus de 3 pioches par an. Et pour son utilisation, il faut s'armer de courage. La pioche est plus lourde que la daba, mais je n'ai pas le choix. À force de l'utiliser, je suis tombé malade et j'ai même subi 2 fois une intervention chirurgicale. Ces dernières années, des propriétaires de tracteurs viennent proposer leurs services aux paysans. Mais pour ces derniers, le coût du service n'est pas à la portée de tous. L'année passée, j'ai fait recours au tracteur.
J'ai dû débourser 35 000 francs CFA pour labourer ce champ. C'est cher. Cette année, les moyens ne me permettent pas de louer un tracteur. Je vais donc me contenter de la daba. Les regards sont donc tournés vers le ministère en charge de l'agriculture. J'ai vu à la télé des remises de tracteurs à des agriculteurs. Mais ceux de Kolsimoro n'en ont pas encore bénéficié. Kolsimoro compte 52 villages et nous sommes organisés en groupement. Avec 3 tracteurs, nous pouvons nous en sortir. En attendant des outils de production modernes, chacun travaille avec les moyens de bord tout en suivant les conseils des techniciens de l'agriculture. Rendons-nous sur les berges du barrage de Samandeni, un barrage qui attire de plus en plus des pêcheurs de diverses nationalités, des migrants qui passent le clair de leur temps sur l'eau. Une de nos équipes a passé une journée avec ces pêcheurs. Le reportage de Lamine Karantao et Karim Sissé. L'ouverture du barrage de Samandeni à la pêche a favorisé la création de nombreux campements tout autour de l'infrastructure. Et là, nous sommes dans un campement où les habitants sont pour la plupart des Maliens. Leur principale activité, c'est la pêche. Ils ne vivent que de cela. Notre travail se résume en grande partie à la pêche. On est né trouvé que nos parents ne font que cette activité. On part toujours sur l'eau pour piéger le poisson. Les jours se suivent et se ressemblent à la longueur de la journée. Les pêcheurs sillonnent le barrage à la recherche du poisson. Moussa Konta, pêcheur de son état, connaît le plan d'eau du barrage de Samandeni par cœur. Il vient de vendre sa prise de la journée. Aujourd'hui, j'ai eu 22 kg de poissons. J'ai vendu à 11 000 francs CFA. En tout cas, ça va un peu. Si Moussa se frotte les mains aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour Abousso. Il rentre de sa sortie de pêche avec seulement 4 carpes. Actuellement, c'est un peu dur pour moi. Vous voyez, je n'ai eu que 4 poissons. C'est juste pour ma cuisine. Tous les poissons destinés à la vente transitent par le débarcadère. C'est le lieu où vendeurs et pêcheurs font la transaction. Et le coût du poisson est fonction de l'espèce. On ne peut pas acheter la carpe au même prix que le silure. Le kilo du carpe fait 600 francs. Le silure, c'est 1000 francs. Et le kilo du capitaine, 2250 francs. Au dire des pêcheurs, l'activité est de plus en plus rentable. Le chiffre d'affaires mensuel peut atteindre des fois 500 000 francs CFA. Deux fois, tu peux avoir 200 000 francs CFA par mois. Quand la chasse te sourit, tu peux avoir 400 000 francs CFA par mois. Même quand c'est dur, tu peux t'en sortir avec 100 000 ou 150 000 francs par mois. Des doléances, les pêcheurs du barrage de Samandeni ont à l'appel. Et le plus urgent pour eux est de voir la construction d'entreposages de glace au bord du barrage. Une infrastructure qui leur permettra de mieux conserver le poisson. De l'eau potable pour les ménages déplacés internes et autochtones de la commune de Dori. Le geste est de l'OCADES Caritas Burkina qui, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'assistance alimentaire et d'approvisionnement en eau potable, vient offrir à ces populations affectées par l'insécurité 7 forages. Coût des réalisations, plus de 41 millions de francs CFA. Bouraï Makane et Pini Diegnanou. Ce sont au total 7 forages dont 2 réhabilités en pompe solaire que l'OCADES Caritas Burkina, à travers le secrétariat exécutif diocésain de Dori, offre à 500 ménages issus des déplacés internes et autres de la commune de Dori. Le coût de la réalisation de ces ouvrages, selon les donateurs, est estimé à plus de 41 millions de francs CFA. Un des problèmes cruciaux du Sahel, c'est le problème d'eau. Et c'est pourquoi l'OCADES n'a cessé de travailler pour procurer
donc de l'eau potable aux populations. Ce besoin est devenu d'autant plus crucial avec la crise sécuritaire qui a provoqué de nombreuses personnes déplacées. Ce présent ouvrage qui a été remis ce matin est un des ouvrages parmi les 7 que l'OCADES a réalisé. 5 nouvelles réalisations et 2 réhabilitations. Donc pour soulager les populations dans leurs besoins quotidiens. Pour la pérennisation de ces ouvrages, la mairie de Dori rassure les donateurs. Nous leur disons très sincèrement merci, et à la population, au PDI et aussi à la population haute, aussi on leur dira vraiment de très bien accueillir ces ouvrages-là, parce que ces populations sont à proximité, il faut tout faire pour ne pas les endommager. Et nous prendrons vraiment toutes les dispositions au niveau de la mairie pour pérenniser tous ces acquis. En plus de la commune de Dori, celle de Djibo en bénéficie aussi de l'assistance de l'OCADES en matière d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Retour à Ouagadougou où Adama Kabore vient de mettre dans les rayons des librairies sa deuxième œuvre littéraire. Possible Diabolaise est le titre de cette œuvre, à la fois autobiographique et imaginaire. La dédicace du livre a eu lieu en présence d'Adama Giti et Sekou Zongo. C'est un mélange d'imagination et du réel compté dans cette nouvelle œuvre de l'auteur Adama Kabore. Possible la Diabolaise est une œuvre quelque peu autobiographique qui aborde plusieurs thématiques comme les valeurs culturelles de Diabo, une localité de la province du Gourma. Et à travers ces lignes, l'auteur interpelle sur la nécessité de préserver les valeurs culturelles. Elle met en valeur les valeurs culturelles de la localité. Quand on prend également aussi les modèles de danse, on a assisté d'ailleurs à une de danse ici qu'on appelle le Riambolo, et également elle aborde certaines croyances et a abordé justement des thèmes aussi d'actualité tels que le terrorisme, également aussi la pollution, et également aussi fait un clin d'œil sur les actions du président de Faso qu'elle interpelle aussi parfois sur certains ratés. L'auteur est à sa deuxième œuvre, une persévérance qui doit être encouragée pour que l'écriture serve de boussole à la postérité. Beaucoup parmi nous détiennent aujourd'hui un pan de notre histoire qui va intéresser peut-être demain les futures générations. Et il serait souhaitable que nous puissions nous mettre à la tâche, mais en attendant que tout le monde le fasse, si d'autres le font, il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut les appuyer. Possible la Diabolaise est une œuvre de 148 pages. Elle est disponible dans les librairies au prix unitaire de 4000 francs CFA. Fin de cette édition, toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous dire merci de votre fidélité tout au long de la semaine. À très bientôt sur les antennes de la télévision du Burkina.